Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère, l'invité aujourd'hui, Marc Gray, ufologue. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Marc Gray, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour, enchanté d'être parmi vous sur Fréquence Évasion. C'est une première pour moi et je suis ravi de faire partie de vos invités. Nous aussi, on est content de vous accueillir. Alors, vous êtes ufologue, vous organisez des dîners ovnis. Nous en parlerons en fin d'émission. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'ufologie et quel a été votre parcours ? Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ça dépend où vous voulez démarrer. Au début. Tout à fait. Quand vous êtes tombé dans la marmite. Alors, je suis tombé dans la marmite tard, et ce qui m'a permis de découvrir que j'étais tombé dans la marmite, en fait, probablement tout petit. Donc, c'est assez étrange, ça m'a fait faire un flashback sur ma vie, mes expériences passées, mes intérêts en tant qu'adolescent et fervent lecteur de tout ce qui était mystère de l'univers, soucoupe volante et haute archéologie interdite, de Robert Charroux, Guittarade, etc. Je dévorais tous ces bouquins-là dans la bibliothèque de mon père, et j'avais perdu de vue ces sujets-là pendant, je dirais, pendant plus de 25 ans, quoi, à peu près. Est-ce que vous avez vécu des expériences ? Alors, consciemment, j'ai filmé un ovni au-dessus de chez moi, qui est d'ailleurs sur mon site, dans la rubrique enquête et investigation, ou qui est sur mon ovni, vous pouvez le voir. Sinon, j'ai quelques expériences qui sont plus que des rencontres astrales. En effet, mais je préfère ne pas trop en parler parce que c'est assez personnel. J'en ai parlé à certains hypnothérapeutes qui sont des contacts à moi. Et sinon, j'ai des souvenirs effectivement tout petits de cauchemars assez énormes et d'épisodes de somnambulisme où des fois je me retrouvais sur le toit plat devant ma chambre sans savoir ce que je faisais là. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai fait une régression hypnotique dont je tairai les résultats parce que je préfère garder tout ça pour moi. Mais tout porte à croire qu'effectivement j'ai eu des rencontres un petit peu toute ma vie, oui. Alors, dans cette émission, nous avons déjà reçu une multitude d'intervenants qui nous ont fait part de leur analyse concernant leur vision de l'ufologie. Nous avons également reçu des chercheurs en sciences quantiques avec qui nous avons abordé la multidimensionnalité, un sujet qui n'est pas toujours compris par certains ufologues. Quelle est votre approche, Marc Gray, sur les différentes dimensions ? Eh bien, si cette approche n'est pas prise en considération et que on aborde le sujet de l'étude de ces phénomènes, de ces êtres qui, plus que vraisemblablement, voyagent à travers les dimensions, donc sont des êtres interdimensionnels, ne serait-ce que par leur technologie, et nous-mêmes étant connectés à la source, et donc faisant partie d'un tout, à l'unité cosmique, on est nous-mêmes multidimensionnels, mais on a perdu effectivement cette capacité à la racine qui nous a été coupée, je dirais, depuis un bout de temps, génétiquement et psychiquement et spirituellement. On est complètement coupé de nos racines spirituelles et on a tendance le monde a tendance à se diviser aujourd'hui en deux créneaux. Alors le créneau totalement très matériel, rationnel, voire même très dogmatique par rapport à tout ce qui est les boulons, et le domaine spirituel où il y a aussi des excès. Il ne faut pas tomber dans l'un comme dans l'autre, dans l'excès, mais il faut prendre en compte les deux aspects, je pense, pour aborder le phénomène ovni, des rencontres approchées et des rencontres avec ces êtres, sans
sans arrière-pensée. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, tout est possible. Alors justement, on la cite souvent, mais on peut pas faire autrement. Quelque part, c'est une référence en France. Bon, il y a d'autres scientifiques aux États-Unis, un peu partout, qui en parlent. Mais Jacqueline Bousquet nous parlait justement des champs informationnels. On parlait justement à l'instant qu'on était relié justement à la source. Donc, elle appelle le champ unitaire ultime au connecté. On a chacun notre fréquence et après, on va où on veut, quoi. Comme la religion disait, l'esprit souffle où il veut. Oui, absolument. Rien ne va plus vite que la pensée, effectivement. Ça va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière et que les neutrinos. Mais c'est vrai que effectivement, sa théorie est très envisageable et très crédible et explique plein de choses. Et c'était une des pionnières avec Sheldrake aussi, d'ailleurs, Rupert Sheldrake. Le seul souci aujourd'hui, c'est que effectivement, ils avaient tous les deux un peu tendance à considérer que tout était statique. Et en fait, tout comme tout est en mouvement, je pense qu'il faut encore ajouter à ces théories des champs morphogénétiques. Ah non, Jacqueline Bousquet disait que tout était en création et en mouvement. Comme elle disait, il vous sera fait comme vous pensez. D'accord. Voilà. Donc, en fait, il faut reprendre les recherches d'Émile Pinel, qui a prouvé justement ces champs d'une manière mathématique. Les maths, effectivement, expliquent beaucoup de choses. Mais je pense qu'elles peuvent aussi évoluer en prenant en compte d'autres sciences. Oui, mais je veux dire, ça rejoint exactement ce que dit Greg Braden ou ce que ce que disent les chercheurs en sciences quantiques. En fait, c'était pour prouver la base au monde matérialiste, pur et dur. Absolument, et c'est ce vers quoi la physique quantique va prouver, et prouve déjà d'ailleurs, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, on n'a aucune preuve, parce qu'il ne creuse pas, il ne s'intéresse pas. Oui, on a des preuves. Ouais. Et qu'effectivement la conscience explique l'accès au champ de conscience et à la conscience collective et individuelle explique beaucoup de choses, et que c'est de la conscience qu'on va pouvoir expliquer énormément de phénomènes qu'on a dit jusqu'à maintenant surnaturels. Ouais, tout à fait. Paranormaux. Alors concrètement, est-ce que vous avez autour de vous des témoignages concrets qui pourraient s'apparenter à des ovnis? Alors oui, effectivement, j'ai dans mes relations proches et participants à mes dîners des gens qui ont fait des rencontres rapprochées. J'ai dans mes intervenants même des hybrides. Donc des personnes aux États-Unis qui se disent hybrides, donc avec effectivement de l'ADN extraterrestre dans leur ADN humaine, donc mêlé aux deux. Et puis effectivement, j'ai des cas concrets de rencontres rapprochées, même des films d'OVNI dans ma région, donc à 20 minutes d'ici. Mais alors comment le savent-ils qu'ils sont hybrides? Quelles preuves tangibles ils peuvent apporter? Écoutez, le cas de Viviane Chauvet, c'est une hybride arcturienne par en fait les rapports médicaux depuis toute petite, depuis sa naissance, que on l'a étudié de fond en comble, cette dame, en prouvant qu'elle n'avait pas effectivement des caractéristiques traditionnelles, totalement humaines, voilà, et que c'est au niveau de la porosité des os également, au niveau du groupe sanguin, la même chose pour Cynthia Crawford, qui est une expérience de l'OSS, selon son père, à qui on avait injecté de l'ADN extraterrestre en laboratoire, dans le fœtus, je parle de la mère. D'accord. Mais alors, face à ces analyses, en quelque sorte, quelle est l'attitude justement du monde scientifique et du monde médical? Totalement, ignorant, c'est-à-dire que ils savent pas. On balaie du revers de la main toutes ces suppositions, tant que ces gens-là ne font pas trop de bruit et ne parlent pas devant des foules de millions de personnes, ça ne les inquiète absolument pas. Il y a pas ils s'en moquent totalement. C'est comme beaucoup de choses dont on n'a aucune conscience, puisque tout ce dont on nous bombarde, ce sont des dogmes. Le darwinisme, la rationalité, le taux les boulons, le cartésianisme, tout. Le matérialisme, et les mauvaises nouvelles. C'est vrai. Là, on est super bombardé de mauvaises nouvelles, ça c'est clair. Alors, mais vous avez donc eu la chance de rencontrer d'autres personnes justement qui se disent hybrides comme ça? Alors, à part 3 américaines, effectivement, en France, pour l'instant non. On a une intervenante française donc qui s'appelle Minanda, qui elle
dit être né d'un père, je crois, de Saturne et d'une mère vénusienne. Mmh. Donc c'est une conscience en fait, une âme incarnée sur Terre, alors ce qu'on appelle des starseeds en anglais, ce sont en fait des âmes, des consciences extraterrestres qui se sont incarnées en humains. Voilà, pour diverses raisons. Il n'y a pas de raison de penser que l'âme ne s'incarne que sur Terre au fur et à mesure des incarnations. Ah non, on a la preuve. Hein. D'ailleurs, les personnes avec qui on travaille depuis des années, qui ont fait des NDE, enfin des gens qui sont sortis de leur corps, qui sont allés dans le monde astral, nous disent que les planètes, notamment Nicole Dronk, je ne peux pas faire autrement que de citer, puisque c'est quand même une référence, nous dit qu'on lui a dit de l'autre côté, et elle a vu aussi, on lui a fait voir, que l'univers grouillait de vie. Hein, et pas forcément dans la 3e dimension, hein, on parle de 5, 6e dimension. Vous savez, on a découvert des plusieurs milliers d'exoplanètes déjà. Oui, tout à fait. Continue tous les mois. Oui. Et ça, c'est avec le bout de la lorgnette de notre longue vue, je dirais, avec Kepler et autres sondes dans l'espace. Donc c'est vraiment une vue limitée de ce qu'on pense être l'univers et les galaxies. Donc j'imagine qu'à travers les dimensions et avec des centaines de milliers d'années-lumière plus loin auxquelles on ne peut pas accéder à l'œil nu, parce que c'est vraiment que des considérations purement matérielles et tridimensionnelles. Tout à fait. On voit déjà 2000 planètes qui pourraient abriter la vie de façon similaire à la Terre. Donc on ne peut pas considérer, comme disait Carl Sagan, ce serait vraiment un gâchis d'espace que d'avoir aucune vie dans l'univers. Oui, alors parce qu'on nous dit souvent, maintenant c'est ce qu'il y a sur la Lune, on voit ce qu'il y a sur Mars, la vie ne peut pas exister sur Mars, oui, mais peut-être en 3e dimension, mais pas en 5 ou 6e dimension. Alors c'est ce qu'on nous dit, mais c'est pas forcément ce qu'on y voit. Je veux dire, les images de la NASA, les images qu'on nous retransmet sur Terre, officiellement, ne sont pas forcément celles qui ont été appréhendées sur place. Là aussi, j'émets des doutes. Oui, mais d'après comment le calcul des températures, etc., on s'aperçoit que visiblement, une vie comme la nôtre ne pourrait pas exister. Une vie comme la nôtre peut-être, une vie différente c'est autre chose. Moi j'ai d'autres informations, d'autres sources, plusieurs sources d'ailleurs qui disent, d'ailleurs la personne qui a fait une NDE que j'ai reçue, le guérisseur, au dernier repas, au dernier dîner, qui s'appelle David Armstrong, lui m'a dit clairement que ses guides lui ont appris que la Lune était un satellite artificiel de la Terre. Et c'est ce qui régit nos marées, nos humeurs, notre vie, etc. Donc voilà, le centre de pilotage serait sur la face cachée. Donc là, à la rigueur, on peut dire qu'il y a de la vie là-haut. Je ne pense pas que ce soit terrien, mais c'est très possible qu'il y ait une vie extraterrestre sur la Lune. Et d'autres satellites, le satellite Phobos de Mars, Ganymède de Jupiter, et d'autres satellites qui seraient aussi habités. Est-ce que ce ne serait pas des bases extraterrestres? Oui, très probable. Celle de Ganymède en est une, d'après mes sources. J'avais reçu Sixto Paz Wells, aussi un contacté péruvien qui m'a confirmé ça. Qui lui, par une porte interdimensionnelle, aurait passé quelques jours justement sur Ganymède. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il est revenu à quelle information? La description de la planète, de ces êtres, ces grands êtres, d'ailleurs dont je ne sais plus la provenance, je ne sais pas si c'était les Pléiades ou Sirius, je ne sais plus, c'était l'un ou l'autre, des êtres humanoïdes qui est venu le rencontrer là-haut et quand il est passé de l'autre côté de la porte. Donc voilà, c'est son témoignage à lui. Et à plusieurs personnes qui font du channeling aussi, et d'autres personnes qui sont des hybrides et qui aussi ont des guides. D'ailleurs, Monique Mathieu, avec qui nous avons fait une émission, Anne Givaudan, Daniel Mauroy aussi, font du channeling et ont des contacts, mais pas forcément, et eux ils précisent que c'est pas forcément avec cette dimension, avec la 3D si vous voulez. Oui, effectivement, mais comme la ligne est très très fine entre les fréquences vibratoires, les taux vibratoires donc de chaque fréquence dans une dimension et entre les dimensions, parce qu'on est quand même dans des multivers. Et je pense que c'est la physique quantique qui le prouve aujourd'hui. On vit dans des multivers. La limite est très fine, entre un taux vibratoire, une fréquence vibratoire différente dans la même dimension. Donc des êtres peuvent se promener ou exister à côté de vous et vous ne les verriez pas. C'est pas pour ça qu'ils sont dans une dimension différente. Ils peuvent très bien évoluer sur un
un taux vibratoire ou une fréquence vibratoire totalement différente. Et c'est sûrement ce qui se passe dans les cas d'observation d'OVNI, c'est qu'il y a une rencontre de fréquences en fait entre ces engins, ces êtres à un moment T avec les humains qui sont branchés sur la même fréquence comme une station radio, quoi. Si là, c'est ce que j'allais vous dire. Je fais souvent la référence avec les stations radio, surtout avant quand on avait l'aiguille qu'on déplaçait, on quittait une station et hop, on accrochait l'autre. Hein, voilà. Donc elles étaient toutes proches. C'est bien ça. On marque une pause, c'est la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère, toujours en compagnie de Marc Gray, ufologue. Alors en son temps, dans les années 90, Marie-Thérèse de Brosse était intervenue dans l'émission de Marc Menant sur Europe 1 et avait évoqué les enlèvements extraterrestres, les abductions. Quelle est votre position sur ce sujet et quel crédit peut-on apporter à ces témoignages ? Alors, tout le crédit du monde, puisque j'ai reçu pas mal de chercheurs sur ça. J'ai fait un petit peu le tour du monde des principaux chercheurs, en fait, des tauliers de ce domaine. J'ai interviewé donc Yvonne Smith, qui est une hypnothérapeute américaine. J'ai interviewé David Jacobs, j'ai interviewé Eve Lorgan, j'ai interviewé Corrado Malanga en Italie, et plein d'autres en fait chercheurs spécialisés dans les abductions. J'ai interviewé des abductés, ce que j'appellerais plus des experienceurs. J'ai traduit même le dernier discours en Italie par le biais de Paolo Harris en français, donc le dernier discours de John Mack en Italie. Donc j'ai eu l'honneur de traduire son dernier discours. Bon, j'ai pas mal fait le tour du sujet et évolué moi-même sur la question, en fait. Je pense que c'est une question de perspective, d'approche, et que j'ai même fait une séance, en fait, avec un groupe de soutien, d'ailleurs plusieurs groupes de soutien, un groupe de soutien aux abductés en Angleterre, Joanne Summerscale, et aussi un groupe de soutien aux États-Unis à Las Vegas avec Miesha Johnston, et ma position a très très évolué là-dessus parce que on peut pas uniquement considérer un son de cloche. Il faut prendre en considération toutes les perspectives, tous les sons de cloche, du positif au négatif. Le premier aspect étant que on a des preuves concrètes, matérielles, physiques, les implants, les traces physiques, je dirais les témoignages de tierces parties qui ont vu des enlevés se faire enlever. Ah oui, oui. On a le cas de Travis Walton, on a le cas de Linda Corpire, on a plein de cas un peu partout. On a même des cas de mon voisin Fabrice qui a été enlevé, donc voilà, on a des témoignages d'OVNI et ses voisins. D'ailleurs, il est même passé sur M6 dans l'émission de Stéphane Alix. Ouais. On ne peut pas nier qu'il y a des traces d'implants aussi. Feu Dr Lear, donc on regrette qu'il n'est plus là pour nous parler en personne, a bien fait de l'extraction, de la chirurgie d'extraction d'implants. Il y a beaucoup trop de témoignages physiques et trop de volonté de décrédibiliser et discréditer tous ces témoignages de la part des autorités bien pensantes pour que ça soit faux. En fait, pour moi, c'est le discrédit à gogo et à outrance de la part des médias mainstream, pour moi, est une preuve de crédibilité. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que l'émission d'M6 a été bien obligée, après des années sans s'en préoccuper, de diffuser une petite demi-heure là-dessus très tard le soir l'été dernier, pour dire effectivement que ça existe, mais pas pour parler du but, des objectifs, d'où ça vient, pourquoi c'est là, à quoi ça sert, qui sont ces abductés, qui sont ces êtres. On n'a pas fait le tour de ça, en fait. C'est jamais en détail. Un constat des faits, bien tourner les boulons, et pas du tout une approche thérapeutique, une approche d'études concrètes, de statistiques, de cas, voilà. C'est juste pour dire aux Français, vous voyez, ça existe. Mais comme on est les derniers en matière de paranormal à être informés, et d'information en général. Ouais. Voilà, moi j'ai reçu Preston Dennett qui a écrit le bouquin Guérison extraterrestre, mon dîner sur les guérisons,
par contact rapproché, et donc son bouquin il date de 96 quand même. Donc il faut à peu près tout ce temps-là pour traduire un bouquin intéressant en français. Bon, vous voyez un petit peu. Tout il faut maintenant, grâce à Internet et aux traductions que je fais, d'ailleurs à mes dîners et sur une web radio qui s'appelle Il faut conscience, et ben on arrive à toucher le public français avec des informations considérées comme sensibles par les médias bien pensants en France en fait. Mais les gens sont pas dupes, maintenant. Ah non, non parce qu'ils s'informent maintenant grâce à Internet. Alors évidemment il y a de tout sur Internet, il y a autant de fakes que de vraies choses, mais il faut faire preuve avec son ressenti et du discernement et puis évoluer quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un cas d'enlèvement justement? Alors, un cas d'enlèvement, je peux parler effectivement de celui de Fabrice, près de Duclair, donc dans le 76, il y a 2 ans. Donc c'était en pleine nuit. Lui a été enlevé de façon à la fois physique et astrale dans une sorte de colonne de lumière où il s'est vu transporté à bord d'un vaisseau. Il a décrit ces êtres autour de lui. Il s'est vu de derrière lui, en fait, comme s'il avait fait une sortie de corps. Et il a vu ces êtres injecter quelque chose dans son cou, dans sa nuque. Mais il avait régulièrement des bourdonnements dans les oreilles, en fait, comme des acouphènes, comme si un vaisseau était au-dessus de la maison, assez souvent la nuit. Donc, mais ça s'est un petit peu arrêté, quoi. D'accord. Et donc, il avait des traces, des douleurs à la nuque après, et des traces rouges aussi sur la nuque. Mais n'ayant pas effectivement ni la patience ni la volonté d'aller voir un médecin pour lui demander une ordonnance pour faire un IRM qui coûte très cher. Imaginez en France, vous demandez une ordonnance pour faire un IRM de la nuque parce que vous avez mal à la nuque suite à un enlèvement par des extraterrestres qui vous ont injecté quelque chose dans le cou, vous n'êtes pas prêt d'avoir votre ordonnance. Voilà. Je sais que c'est difficile d'avoir une ordonnance en temps ou un rendez-vous maintenant pour aller chez le dentiste. Oui, alors là c'est sûr que voilà. Alors depuis plus de 15 ans, nous réalisons des émissions concernant les recherches sur la vie après la vie. Ces intervenants nous ont apporté de grandes ouvertures, de grandes preuves, une compréhension quand même assez claire de nous-mêmes. Et ce sont des témoignages qui se sont révélés positifs à 98%. Les personnes que nous recevons à ce micro et en général qui ont vécu une NDE reviennent transformées, mais d'une manière très positive. Il n'en est pas de même dans le milieu ufologique. On a vraiment l'impression que le négatif et le restrictif prédominent. Comment peut-on expliquer cette vision au sein de ce milieu ufologique ? Par désir du sensationnel, désir de tout négativiser par rapport à ces rencontres traumatiques, parce qu'il y a aussi, il faut quand même le dire, des rencontres approchées qui peuvent être assez traumatiques, parce que déjà la peur de l'inconnu, voir des êtres de tout poil, et même sans poil d'ailleurs, se présenter à vous que vous ne connaissez pas, c'est la peur de l'inconnu qui prédomine, et en général il y a une manipulation mentale qui se fait. Vous êtes en état d'hypnose ou de semi-hypnose, donc il y a aussi du blocage mental après qui se fait, des souvenirs écrans qui sont projetés, donc il y a beaucoup de tromperie mentale donc qui fait peur. Il y a aussi des traces physiques, il y a du prélèvement donc de semences, prélèvement génétique, des expériences médicales, il y a de tout. Il y a aussi ce qu'on appelle les MyLabs en anglais, les abductions militaires qui sont absolument pas reconnues en France. Ah oui, expliquez-nous. D'ailleurs. Expliquez-nous. Qui sont en général faites par des militaires après auprès des enlevés qui sont d'abord passés dans les mains purement, je dirais, extraterrestres ou d'êtres interdimensionnels, mais il y a aussi des militaires qui coopèrent et collaborent avec des espèces extraterrestres pour réenlever ou enlever des contactés, des expérienceurs et des abductés. Voilà, pour faire des expériences sur leur esprit, des expériences sur elles. Donc il y a un fort intérêt de l'armée, je dirais, de l'ombre pour le phénomène. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette empreinte de négativité qui est répandue dans l'ufologie. On va être envahi, mon Dieu, ils vont tous nous tuer, etc. Alors qu'effectivement, il faut prendre en compte toutes les perspectives. Il y a une, comme disait John Mack, une ouverture du champ de conscience après ces rencontres approchées et ces expériences, une ouverture du champ de conscience qui est quand même extraordinaire. Il y a des gens qui développent des capacités mentales. C'est comme si
qu'ils retrouvaient ou leur capacité mentale était dans leur ADN réactivée. C'est 95% d'ADN poubelle, quelque part dedans, on dirait que des cellules ont été, des brins d'ADN ont été réactivés pour leur donner des capacités télépathiques, des capacités de prémonition, des fois ils arrivent à faire de la télékinésie, d'autres viennent avec des formules mathématiques ou scientifiques pour inventer un moteur à eau, par exemple. On a aussi le cas d'un abducté qui est revenu et a déposé un brevet d'un moteur à énergie propre ou à énergie libre. Il y a aussi David Hamel au Canada qui est revenu avec les plans d'une soucoupe carrément. Après ces rencontres rapprochées. Donc il y a vraiment d'autres cas, et aussi des gens qui guérissent, des gens qui ont du magnétisme, qui reviennent avec ces capacités-là. Donc il n'y a pas que du mauvais. Les ufologues, en fait, il y a une partie des ufologues qui font de la recherche qui sont en fait plus ou moins financés par les gouvernants, l'appareil d'État, et qui sont là pour faire du négativisme à outrance, en occultant totalement les expériences positives d'ouverture de champ de conscience qui s'est passé avec certains de ces êtres et pour certains de ces abductés, en fait. Donc il y a les deux. Je suis certain et convaincu, après avoir étudié les deux côtés du miroir dans la dualité qui nous caractérise, parce que c'est là-dedans qu'on vit cette expérience humaine dans la totale dualité. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de considérer le positif, le négatif, ces polarités qui nous sont imprimées dès la naissance, donc et formatées, mais on a beaucoup plus de négativisme ambiant, je dirais, en ce moment, parce que en ce moment, parce que je pense que les champs de conscience extrêmes, dans les deux sens, sont en train pas de lutter, mais de se séparer, comme s'il y avait deux humanités, l'une en train d'évoluer au niveau vibratoire et l'autre qui se raccroche au vieux paradigme du taux les boulons et du pur matérialisme. Mais je dirais que le complexe du ça y est, on est envahi, l'invasion va se faire, etc. Il y a, pour moi, toutes sortes d'êtres dans l'univers qui viennent nous visiter. Éventuellement qui nous auraient génétiquement modifiés. On a fait une émission. Et éventuellement maintenant aussi, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des positifs, des négatifs, ceux qui sont STS en anglais, Service to Self, alors très égoïstes, qui sont à leur propre service, donc qui veulent dominer, contrôler, effectivement, prendre le contrôle, exploiter nos failles, etc., et éventuellement prendre le contrôle de la planète. Mais on le voit par franchement la collaboration qui se fait entre certaines espèces plutôt négatives avec le complexe militaro-industriel depuis des années, avec l'ingénierie inversée. Je ne pense pas que les militaires sont, mais je veux pas généraliser. Il y en a qui croient vraiment faire leur travail de patriote pour maintenir la paix, mais généralement ceux qui dirigent ces complexes-là sont plutôt à tendance guerrière et belliqueuse. C'est pour la guerre perpétuelle, pour se faire de l'argent, vendre des armes, piquer le pétrole d'autres pays en déclenchant des guerres. Enfin, ça a toujours été ça, des faux prétextes pour déclencher des guerres depuis la nuit des temps. Oui, tout à fait. Ça ne change pas. Donc effectivement, il y a des êtres négatifs qui collaborent avec les pouvoirs en place. Il y a aussi des êtres positifs qui cherchent à nous aider, à nous faire évoluer. Alors ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire par téléchargement télépathique, par contact rapproché, intuitif ou inconscient. Ça peut se faire peut-être dans notre stade astral pendant les rêves. Je parle pour ceux qui ont des contacts rapprochés, qui sont réceptifs. Mais je pense qu'il y a de tout et que fondamentalement c'est à nous-mêmes de retrouver nos vraies racines divines et spirituelles pour pouvoir justement réexploiter ce savoir perdu qu'on a au fond de nous-mêmes dans ces 95% d'ADN poubelle qu'on n'a pas pu identifier en fait et qui sont une mine d'or de possibilités, quoi. Il faut être conscient de ce que l'on veut aussi, parce qu'il y a des gens, moi je connais des gens qui se plaisent dans le négatif. Ils se plaisent quand il pleut, ils se plaisent quand il fait froid, ils se plaisent quand il faut toujours qu'il y ait un problème. Puis il y a d'autres personnes aussi qui aiment le soleil, qui aiment le ciel bleu, qui aiment la lumière et qui sont toujours joyeux. Alors Jacqueline Bousquel disait, mais d'autres personnes le disent aussi, bien entendu. Il vous sera fait comme vous pensez. Exactement, oui, c'est ça. C'est ce qu'on projette qui nous est renvoyé, et on a effectivement l'état de la planète qu'on mérite aujourd'hui, et les gouvernants qu'on mérite, et l'économie qu'on mérite, tout à fait. Au niveau global et collectif. On marque une pause, c'est la clé du mystère, on revient dans quelques instants.
Évasion Radio. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère, toujours en compagnie de Marc Gray, ufologue. Alors il y a ce passage de la Terre en 5e dimension, tout le monde en parle en ce moment, notamment on avait fait également une émission sur la fréquence de Schumann qui augmente assez rapidement, depuis quelques années déjà, il paraît-il qu'elle serait à 12,5 Hz, et on dit qu'à 13 Hz, il y aura un basculement vraiment dans cette 5e dimension. Et moi, ce que je constate, et d'autres, j'ai posé des questions autour de moi, ce qu'on constate, c'est que le soleil est blanc, d'une blancheur incroyable. Je le regardais encore tout à l'heure, et on a l'impression qu'il y a un voile blanc, il y a quelque chose de blanc. C'est difficile à y mettre des mots, mais enfin, tout devient de plus en plus lumineux. Quand il n'y a pas les nuages et les chemtrails, bien entendu, qui viennent nous pourrir la vie, mais on a l'impression que tout est blanc. Alors oui, justement, j'ai eu la confirmation de ça en parlant à Mary Rodwell, qui est une hypnothérapeute. On lui a bien confirmé, et aussi un autre chercheur, donc j'ai plus le nom en tête, mais que elle va me rappeler bientôt. Effectivement, il y a des fréquences et des, comment dirais-je, des rayons spécifiques qui viennent du soleil, oui, photoniques, qui sont là également pour nous faire changer de fréquence. Donc ça fait partie des aides extérieures qu'on peut recevoir. Tout comme la fameuse onde cosmique qui viendrait du centre de notre galaxie, qui serait là pour nous faire évoluer. Elle m'avait aussi cité un petit garçon, je crois, de 8-9 ans, qui disait, qui était un starseed, donc une conscience cosmique extraterrestre incarné en humain, donc un starseed, qui avait aussi des contacts rapprochés depuis toujours, enfin depuis l'âge de 4 ans en général ça commence, et qui disait que un changement de paradigme va s'effectuer et déjà commencé depuis 2012. Il faudrait espérer qu'il y ait un changement de paradigme total sur cette planète, ce qui serait bien. Tout à fait. Ça arriverait dans notre vie, qui est un petit grain de sable à l'échelle cosmique, sur la grande échelle de l'univers, mais pourquoi pas, mais c'est sûr qu'avant, je pense, elle pense aussi, et beaucoup de chercheurs le pensent aussi, avant que les choses ne changent radicalement et que le système soit remodelé, on se dirige aussi vers un grand basculement et des jours obscurs avec un crash boursier, une crise financière, économique et tout ce qui s'ensuit. On est en plein dedans là. La matrice va se rebiffer. On est en plein dedans. Nous choisissons un programme d'incarnation pour venir travailler ici sur la Terre, à chaque incarnation, à chaque passage sur Terre ou sur une autre planète, bien entendu, pour travailler dans le positif. Et on constate depuis 25 à 30 ans un conditionnement vers le négatif avec des programmes démoniaques à la télé, au cinéma, la démission des parents, la perte des structures, des valeurs, les scandales et les manipulations politiques à répétition. Comment peut-on expliquer cette chute libre depuis quelques années? Et c'est quand même assez vertigineux. Eh bien, c'est comme je disais à l'instant, c'est la matrice qui se rebiffe. C'est ce complexe militaro-industriel aidé par des êtres plutôt négatifs et plutôt égoïstes, qui ont un agenda bien précis, qui sont là pour contrôler nos failles par des moyens technologiques, psychotroniques, avec de la manipulation mentale par le biais de médias, par le biais des ondes, des fréquences ARP et autres, les chemtrails, les épandages chimiques, la pollution, tout ce qu'on nous balance, et l'information en fait partie, pour nous conditionner et rester à notre place, c'est-à-dire celle d'esclaves perpétuels. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire, puisqu'il faut redevenir des humains libres comme on devait l'être à l'origine, avec cette étincelle divine, puisqu'on est tous des enfants de la source et connectés à la source. Donc on a cette parcelle divine qui devrait nous permettre d'accéder à notre multidimensionnalité comme certains de ces êtres. Et c'est en réduisant donc nos fréquences
baisser nos fréquences. Et tant qu'on gardera nos fréquences très basses, on sera comme des moutons apathiques. C'est ce qu'on voit dans les foules des grandes villes, des zones urbaines principalement, à cause de la pollution et d'autres choses aussi. Il y a des mécanismes en place. J'avais interviewé donc sur UFO Conscience Nadine Laliche, qui est une expérienceuse depuis toute petite, qui pendant l'une de ses rencontres approchées, on l'avait clairement expliqué, ou télépathiquement, que sous les grandes zones urbaines, il y avait des grands mécanismes technologiques implantés par ces êtres plutôt négatifs qui travaillent avec le complexe militaire-industriel, qui émettent donc des champs de force, je dirais plutôt psychotroniques, qui permettraient en cas de soulèvement, ou c'est même peut-être en cours en ce moment d'ailleurs, d'apaiser et de pacifier les gens pour qu'ils ne se soulèvent pas, justement. Donc si on se dirige par un grand soulèvement global dans les zones urbaines, en tout cas ils sont parés selon elle, toujours selon cette source. Oui, alors ne pas adhérer à tout ce conditionnement, ne pas avoir peur, être joyeux, et surtout rejeter toutes ces choses négatives. Absolument, il faut écouter Radio Bonne Nouvelle. Chez nous aussi, je veux dire, Radio Bonne Nouvelle, ça existe, oui, tout à fait. Mais il est vrai que, moi je connais des gens qui sont vraiment rayonnants, quoi. Rien ne les atteint. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est notre mode de pensée qui va affecter notre taux vibratoire, et si on se complaît effectivement dans le négatif, et le négatif il y en a, on peut en parler pendant des années, il n'y a que ça. Si on regarde autour de nous, on peut ne faire que râler, d'ailleurs le français aime bien râler, mais quand il s'agit de se manifester pour se changer lui-même déjà et faire changer les choses autour de lui, c'est autre chose, parce qu'il est habitué à ses petits acquis, ses petites habitudes, son petit quotidien, train-train quotidien et ses manies, et c'est vrai qu'il va pas trop de l'avant, et les choses bougent. Ces dernières années, ça a autant bougé dans le négatif que dans le positif, moi je pense quand même. C'est vrai, il y a des gens qui prennent conscience et au moins s'ils le font pas collectivement au départ, ils le font individuellement, ils essaient de changer les choses autour d'eux et puis pour eux-mêmes, et puis moi je dis, je l'ai pris à mes dépenses, c'est pas la peine d'essayer de convaincre des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce qu'on veut leur faire comprendre ou ce qu'on leur montre, c'est à eux-mêmes de trouver les informations. S'ils veulent aller chercher, ils vont les comprendre et aller les trouver d'eux-mêmes. Oui. Mais s'ils ne sont pas prêts pour l'éveil, c'est pas la peine. Alors quelque part aussi, il faut s'écarter, parce que sinon, si vous vous accrochez et que vous essayez même de les en sortir malgré eux, c'est vous qui allez être entraîné. Ah oui, exactement, oui, tout à fait, oui. C'est nourrir l'égrégore de peur et de et de négativité qui va effectivement faire baisser nos fréquences, et là on se dirige tout droit vers la déprime collective également. Et voilà, mais on peut créer des catastrophes naturelles avec la conscience collective. Si toute une grande partie de la Californie se pensait en même temps que la faille de San Andreas va s'ouvrir et que la côte ouest va s'enfoncer dans la mer comme dans le film de 2012, je pense que ça commencera à se produire, effectivement. Alors il y a un film qui explique bien ça, c'est Nos Solar, Notre Demeure. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, du Brésilien. Oui, je crois que ça se passe au Brésil. Oui, c'est bien au Brésil. C'était basé donc sur un guérisseur brésilien qui était, je crois, le mentor de João de Deus, donc Jean de Dieu. Qui est aussi un guérisseur au Brésil maintenant, mais c'était, je crois, son mentor ou son maître à l'époque. Alors, j'ai plus le nom en tête. Mais effectivement, la seule chose que je peux reprocher un peu à ce film, qui est très bien fait, ça permet d'éveiller les consciences de gens qui croient que la vie n'est que matérielle et qu'il n'y a rien en dehors. C'est que c'est très très quand même formaté de façon judéo-chrétienne, très dogmatique. Il fallait quand même donner des références, parce que les gens, monsieur tout le monde, ne peut pas comprendre, quoi. D'ailleurs, quand on fait les émissions avec les expérienceurs de NDE, notamment Nicole nous dit ça n'a rien à voir avec la religion ou avec les religions, tout en étant le centre. À savoir que les religions ne font pas leur boulot, quoi, n'ont jamais fait leur boulot. Oui, le problème c'est que c'est un fonds de commerce. Et voilà. C'est un instrument de domination, de contrôle, un fonds de commerce. Quand on voit l'Inquisition, les croisades, et puis les guerres de religion, enfin c'est un prétexte aussi.
voilà, la géopolitique a remplacé les religions, mais enfin, on s'en sert encore aujourd'hui. Mais je veux dire, en fait, ce sont des déformations de paroles d'êtres spirituellement avancés et de maîtres ascensionnés qui sont venus, effectivement, des divinités qui sont venues nous rendre visite et qui ont, à mon avis, et qui existent bien dans d'autres dimensions. Ah oui, tout à fait. Qui sont incarnées sur Terre et dont les paroles ont été déformées par les hommes pour s'en servir comme instrument de contrôle. Mais il y a une identité, effectivement. Il vaut mieux un peu de spirituel que pas du tout de spirituel, mais par contre l'intégrisme n'est pas du tout à prôner, puisqu'il n'est qu'un instrument déclencheur de toutes les hostilités et des chocs de civilisation qu'on peut voir aujourd'hui et exploiter de tous les côtés. Donc c'est ça le problème. Il faut sortir du dogme religieux, parce que le spirituel, c'est égal notre esprit, notre conscience, tout simplement. Hein. Absolument. Tout, hein. Et maintenant, il faut se dire aussi qu'on est conditionné dans une matrice, donc un univers holographique, et que notre formatage pendant cette vie-ci, cette incarnation-ci, va se prolonger après la mort. Donc, c'est-à-dire que chaque culture va voir après la mort physique un accueil plus ou moins religieux selon son conditionnement de formatage de l'esprit dans cette vie-ci sur Terre. Donc il se peut qu'on soit aussi emprisonné dans cette matrice de réincarnation sur Terre par ce conditionnement et ce formatage culturel et religieux. Donc il faut vraiment, je pense, pour accéder à cette multidimensionnalité et cette liberté de choisir après pour notre âme la prochaine incarnation, se sortir complètement de ces formatages, en fait. Il faut penser autrement. Penser par nous-mêmes. Penser autrement et en tant qu'âme et en tant qu'être spirituel, mais pas forcément soit chrétien, soit bouddhiste ou autre, mais il faut se sortir de ce formatage parce que ce dogme se prolonge au-delà de la mort physique, en fait. Donc cette vie après la vie, je pense que l'âme est conditionnée pour se réincarner et nous renvoyer dans la matrice. Et ça c'est une forme d'esclavage au-delà de la mort, de réincarnation en réincarnation, de croire qu'on est là pour régler les choses à chaque fois, qu'on est obligé de revenir, qu'on a péché, qu'il faut réparer ceci, qu'on a mal agi, enfin se culpabiliser à perpétuité, ça peut nous faire revenir des milliers de fois dans la même matrice de souffrance qui est l'expérience terrestre jusqu'à maintenant, et puis on est prisonnier en fait de cette boucle temporelle et d'incarnation-réincarnation. Enfin, je pense que c'est un moyen d'appréhender les choses pour essayer de se sortir ou au moins de choisir consciemment après cette incarnation-ci la prochaine, quoi. D'ailleurs, voilà. Nicole Dron nous disait quand elle était de l'autre côté, on lui a pas demandé de quelle religion elle était, si elle était riche, pauvre ou n'importe quoi, et de quelle couleur elle était. On lui a dit comment as-tu aimé, qu'est-ce que tu as fait pour les autres. Point. C'est tout. Donc, ce qui prouve bien que ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. Ah oui, absolument. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose à dire, mais qui sont coincés dans l'ego et qui n'ont pas fait grand-chose pour les autres. Voilà, tout à fait. Oui, ça c'est clair. Donc là, on en connaît beaucoup, et c'est vrai que je me demande s'ils leur posent la même question quand ils sortent, mais bon. Mais encore une fois, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas juger. Je pense que quand on sort de la culpabilisation et du jugement, on sort de la matrice, en fait. C'est là où notre libre arbitre au niveau de notre âme qui est une énergie incommensurable et qui, d'ailleurs, selon beaucoup de chercheurs, et là depuis des mois j'ai beaucoup de témoignages de ça, l'âme en fait a plusieurs aspects, plusieurs incarnations simultanées en même temps dans plusieurs dimensions, donc entre 2 et 6 pour les plus gourmands. Donc on peut avoir plusieurs vies, plusieurs incarnations simultanées dans plusieurs dimensions à la fois. Alors c'est une bonne chose que il n'y ait pas trop d'interférences et qu'il y ait un voile de l'oubli qui se fait entre nos incarnations simultanées par rapport à notre âme à laquelle on est connecté, quoi. Sinon on deviendrait complètement schizophrène et on perdrait la raison. Mais il y a des exemples justement de flashback, d'incarnation simultanée dans le cas d'un contacté franco-luxembourgeois qui s'appelle Anton Parks, qui a écrit pas mal de bouquins là, avec qui j'étais en contact récemment, qui lui a des flashbacks de l'autre incarnation de lui-même qui vit dans une époque d'un lointain passé au moment de notre création génétique sur cette terre par des êtres venus d'ailleurs. Et lui vit ses flashbacks, c'est ce qui lui a inspiré justement ces bouquins
bouquin, mais ce qu'il considère comme flashback, c'est peut-être pas du tout un flashback. Ce sont des vies simultanées, puisque le temps n'est pas linéaire, et ça c'est encore prouvé en physique quantique. Oui, tout à fait. Passé, tout à fait, présent, futur, tout fait qu'un. Tout se tient, tout est connecté, interconnecté en même temps. C'est même, ça pourrait même être notre futur qui déterminerait notre présent. Donc c'est oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la vérité. Mais donc lui, si ça se trouve, vit a une intrusion de cet autre aspect de son âme, incarné dans une autre, mais dans cette dimension-ci apparemment, puisque c'est ici sur Terre que ça s'est passé, mais à des temps reculés. Donc on peut très bien avoir plusieurs incarnations de notre âme à des temps différents dans la même dimension. Ça revient à ce que je disais au début finalement, qu'on peut être dans la même dimension, dans un espace-temps différent. Les possibilités sont multiples finalement. Ouais. On marque une pause, c'est la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère, la dernière partie de l'émission, toujours en compagnie de Marc Gray, ufologue. On avait fait une émission, je crois que c'est avec Jérôme Bourgine, sur les sorties astrales, et il avait relaté le cas de Robert Monroe, qui sortait, et lui, il avait une double vie, carrément, il vivait ici, avec femme et enfants, et il avait une autre vie de l'autre côté, dans l'astral. Il gérait ça très bien. C'est d'ailleurs, on a d'ailleurs nommé un institut à son nom. Oui, Robert Monroe. Oui. Oui, absolument. Donc, il y a de tout. Il y avait, je crois, aussi une Australienne dont j'ai perdu le nom, qui vivait une histoire d'amour avec un extraterrestre d'une galaxie lointaine, en fait. Et qui, en sortie à la fois physique et astrale, le rencontrait, etc. J'ai plus son nom en tête, mais en fait, il y avait des détails cosmologiques qui concordaient à l'époque. J'ai plus son nom, mais c'était assez extraordinaire. Et finalement, dans les rêves, on a accès certainement à certains moments, pas tout le temps, mais à des choses bien particulières, des situations bien particulières. On peut se poser des questions, parce que moi, je sais que des fois quand je rêve, je suis vraiment dans une réalité, quoi. Avec des personnages. Oui, je trouve, l'état astral de certains rêves, certaines sorties astrales sont bien plus réelles que la réalité palpable de cette dimension dans laquelle on croit être conscient. Je dirais pas plus réel, mais aussi réel en tout cas. Aussi réel. D'ailleurs, des êtres qui évoluent dans une dimension semi-physique, voire éthérique. Il y a toute une organisation des dimensions, des fréquences et des multivers et des êtres qui sont effectivement semi-physiques, d'où certaines entités qui ne peuvent pas vivre de façon permanente ou même pas du tout dans cette dimension. Justement, le passage de la Terre en 5e dimension serait simplement le passage de la Terre dans le monde éthérique. Alors c'est très possible, un monde avec un taux vibratoire supérieur, une fréquence vibratoire supérieure où le physique serait moins dense. Voilà, c'est ça. Peut-être. C'est pour ça que, d'ailleurs, il paraît qu'on n'ascensionne pas tous en même temps, justement un peu à cause de toutes ces perturbations, chemtrail, lobotomisation télévisuelle, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui voient des choses. De plus en plus, on rencontre des gens qui voient des choses, qui entendent des sons, qui, voilà. Donc, il se passe quelque chose. Rien avant, qui voyaient rien. Oui, j'avais reçu d'ailleurs un avocat de Miami, Ray Hernandez, Nerio Hernandez, qui a créé d'ailleurs un groupe de recherche qui s'appelle FREE, donc c'est une fondation sur la recherche sur les rencontres extraterrestres, mais il a des chercheurs de très haut niveau là-dedans, des anciens astrophysiciens à la retraite, Woody Charles, Ralph Steiner de Harvard, tout ça, et Edgar Mitchell aussi, qui était astrophysicien et astronaute. Lui était il est procureur, il était procureur et avocat en milieu fiscal à Miami, et depuis, ce n'est qu'en 2012 qu'il a été témoin d'observations d'OVNI, mais qui l'ont complètement
chambouler sa vie au niveau spirituel. C'était un athée matérialiste total, juste avant, et depuis, comme il le clame haut et fort, il est devenu plus spirituel que n'importe quel prêtre à Miami, catholique. Donc c'est assez fou, c'est grâce à ces rencontres avec ces ovnis et ces êtres, dont un disque de plasma qui a guéri sa petite chienne qui était paralysée d'ailleurs, devant lui. Et après, avec ses voisins et sa fille, il a vu un ovni de la taille d'un terrain de football au-dessus de la maison de son voisin. Donc ça a complètement bouleversé sa vie. Et il s'est mis à lire des bouquins après la guérison de sa petite chienne sur les NDE, 18 heures par jour pendant des mois entiers, quoi. Ça a complètement foutu en l'air son boulot, il pouvait plus fonctionner, etc. Il s'est demandé pourquoi, etc. Et en fait, c'était une ouverture de conscience provoquée, c'était comme une sorte de guidage télépathique qui lui a fait cofonder donc ce groupe de recherche sur le contact, en fait, pour expliquer, grâce à des physiciens quantiques, des chercheurs, des hypnothérapeutes, un petit peu partout dans le monde, avec cette fondation-là, expliquer par la connaissance de la conscience, des champs de conscience, comment on peut appréhender ces phénomènes paranormaux, de vie après la vie, de rencontres rapprochées avec des êtres interdimensionnels, pour aussi révéler les fondements de notre nature humaine. C'est le but, en fait, pour savoir d'où on vient, quelles sont nos capacités réelles, qu'est-ce qu'on a perdu, à quoi on peut accéder. C'est une étude de la conscience, en fait. C'est un voyage vers la conscience, et je pense que les NDE en font partie aussi. Tout à fait. On réalise, comme toute sortie astrale, effectivement, sortie de corps, décorporation, ça en fait partie aussi. Dès qu'on est sorti de ce maudit corps, là, il n'y a plus de problème. Voilà. On voyage. On a compris que la conscience existe en dehors du corps physique, et puis et c'est là que les choses commencent à s'ouvrir pour nous. Tout à fait. Au niveau des perceptions. Alors Marc Gray, comment se déroulent ces dîners OVNI ? Comment vous organisez ces dîners ? Alors je tente d'en faire un à peu près 10 fois par an, donc tous les mois, et puis je reçois vraiment des intervenants aux quatre coins du monde. D'ailleurs, j'essaye de rentrer en contact avec des chercheurs d'Europe de l'Est et de Russie, c'est pas facile. La Chine, l'Asie, c'est pas évident. Là, l'Australie, ça va être un peu plus facile. En général, des chercheurs français qui viennent soit sur place, soit via Skype en vidéoconférence nous parler. Des Américains, des Canadiens, des Péruviens, des Argentins. En fait, on a fait le tour en Angleterre, l'Italie. On a fait un petit peu le tour du monde, le Portugal, et qui viennent nous parler de nombreux sujets différents. La dernière fois, c'était des guérisons des extraterrestres, donc des guérisseurs cosmiques, comme je l'ai appelé. C'était très intéressant. Il y avait quatre intervenants, donc il y avait David Armstrong qui a fait une NDE, donc étant plus jeune, et suite à laquelle il a reçu plein d'enseignements et des capacités de guérison, et donc est en contact télépathique avec ces êtres. Une dame qui s'appelait Rosemary Carr, qui a fait 2 attaques cardiaques et une NDE en clinique à l'hôpital. Et après, grâce à une statue fabriquée par la dame hybride qui s'appelle Cynthia Crawford, qui canalise ses énergies extraterrestres, a vu un être extraterrestre près de son lit, l'a touché, et en fait après a refait des analyses à l'hôpital, et les traces de ces 2 crises cardiaques, attaques cardiaques avaient complètement disparu. Donc a été guéri par cet être. J'ai reçu aussi un écrivain qui a écrit le bouquin Guérison extraterrestre, Preston Dennett, donc il y avait un peu plus de 100 cas de guérison extraterrestre, donc par contact, qui nous a exposé donc ces cas, et puis Ray Hernandez également. Mais tous les mois, c'est vraiment sur des thèmes différents. On a abordé aussi la vision des religieux. C'était très intéressant. C'était il y a à peu près... on avait fait aussi une spéciale Québec et Canada. On avait fait... on avait parlé aussi du dossier Humo, de la planète Humo, avec Denis Denoclin. On a fait une émission avec lui. Avec Peter Knight, donc qui a écrit sur le décryptage de la série télé des envahisseurs des années 60. On avait aussi reçu à distance pour ce cas-là l'acteur lui-même sur Skype au téléphone, Roy Finas. Et puis on avait parlé aussi d'extraterrestres
terraformation. Ça, c'était à la fin de l'année dernière, sur la planète, justement, toutes ces hypothèses, réalités et solutions. En fait, on avait parlé d'une terraformation externe de la Terre. Pour début, pas très positif pour nous. Avec tout ce qui était effectivement de tout ce dont on a parlé, le projet HARP, les chemtrails, la pollution, le transhumanisme, et puis etc. On a fait vraiment un tour. On avait parlé des fibres tombées du ciel au Portugal dans les années 50, avec ce fameux cas d'Evora, les cheveux d'ange d'Evora, suite à l'observation d'OVNI, donc par toute une école. Des cheveux d'ange étaient tombés du ciel pendant 4 heures, donc ça c'était les premiers chemtrails dans l'histoire officielle. Toutes les traces de terraformation de notre planète et d'ingénierie génétique dans les écrits anciens et religieux, effectivement, même dans la Bible des Mayas, c'est noté. Donc voilà, l'ensemencement artificiel, les implants biologiques, etc. Donc on a fait un petit tour de tout ça. On a évoqué le transhumanisme, les nanotechnologies. Qu'est-ce qu'on avait on avait reçu un Américain qui justement était atteint des morgellons, maladie des morgellons. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait parlé aussi de géobiologie et d'orgonite comme méthode pour déparasiter l'environnement proche. Voilà, avec des techniques d'harmonisation de Wilhelm Reich et le concept d'énergie vitale. On avait parlé de ça aussi. Voilà. Et enfin, vous recevez de nombreux invités, c'est bien. Oui, un peu tous les thèmes. Comme je vous dis, on a eu des ufologues de l'Amérique du Sud. On a aussi reçu le dernier disciple de Sitchin, Zecharia Sitchin, qui s'appelle, sur les Anunnaki, qui s'appelle Neil Freer, qui a 84 ans maintenant. On avait fait évoquer le programme hybride avec David Jacobs, donc Ludovic Chatier et Eve Lorgan aussi. Et comme je vous dis, on avait fait aussi un repas sur la vie extraterrestre considérée par les religieux, et c'était très très intéressant, contrairement à ce qu'on peut croire de façon restrictive par rapport à la religion. Eh bien, en creusant un peu, on s'aperçoit que les religieux et les religions en général, et les écrits anciens dans les Védas et dans la Bible, avec une seconde, troisième ou 10e lecture, sont bien plus ouverts que ce qu'on croyait sur la question extraterrestre. Et c'est carrément reconnu par les Védas, avec les différents systèmes planétaires, inférieurs, supérieurs. La Terre se placerait au milieu pour l'instant, mais tout le monde croit aux extraterrestres, chez les religieux, c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est assez fou de croire ça, alors que voilà, on les pense totalement lavés du cerveau, et en fait ils sont plus ouverts que la plupart des rationalistes athées. Oui, non, mais c'est surtout les chefs religieux qui nous cachent, qui essayent de nous embobiner. Voilà, c'est ça. Oui, on a vu ce qu'ils ont fait avec le pauvre Giordano Bruno, de l'Inquisition. C'est clair. Pour sa vision du cosmos, et puis voilà quoi. Mais bon, on a aussi discuté de la rencontre de Jean 23 avec un extraterrestre venu du ciel dans les jardins de Gandolfo, là, au Vatican. Voilà, et puis John Mack, etc. Mais on a reçu vraiment beaucoup de monde, Jean-Gabriel Grélé. On a reçu Lloyd Pye, qui n'est plus des nôtres, le monsieur qui avait en sa possession et étudié l'ADN du fameux crâne de l'enfant des étoiles. Oui, absolument, On a aussi reçu un anthropologue et archéologue, Brian Forster, qui est américain mais curateur du musée de Cusco au Pérou, et qui lui étudie les crânes allongés de ces anciens êtres du Pérou, mais allongés de façon naturelle, c'est-à-dire pas de façon artificielle, comme pour les coutumes dans beaucoup de tribus autour du monde d'ailleurs. Ces crânes allongés qui sont une coutume par constriction donc volontaire des crânes des bébés ou encéphalite. On peut aussi détecter ça après la mort, mais en fait, ce dont on s'est aperçu avec ça, c'est qu'il y avait plusieurs choses assez troublantes, pourquoi le font-ils toujours dans certaines tribus? Je ne sais pas si ça se fait encore, mais ils faisaient ça pour 3 raisons, en fait, ces familles-là, un peu partout dans le globe. Ils déformaient les crânes de leurs enfants, et ces crânes-là, ils donnaient 3 raisons. Alors, les 3 raisons principales, dès leur plus jeune âge, c'était pour les rendre beaux, tenez-vous bien, pour les rendre plus intelligents, et surtout, la 3e raison, pour les faire ressembler à leurs ancêtres. Car c'est à ça que ressemblaient les ancêtres. Voilà, ça c'est important à savoir. Et c'est pour ça qu'on retrouve quand même chez beaucoup de statues égyptiennes, sumériennes, ces crânes allongés, et sud-américaines, précolombiennes. On en retrouve partout, en Afrique, en Asie,
en Amérique, on en retrouve partout, ces crânes allongés, enfin ces statues avec des crânes allongés. Donc maintenant on comprend mieux, une fois qu'on a compris qu'il y en a qui sont naturellement allongés et d'autres qui sont artificiellement allongés, exprès pour les faire ressembler à leurs ancêtres. Eh bien, vous viendrez nous en parler une autre fois sur cette antenne. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Est-ce que vous avez un site ? Absolument. Donc le site s'appelle Freedom UFOs. Alors Freedom comme Freedom, FR2EDOM, UFOS, .wordpress, WORDPRESS.com. Mais si vous tapez Freedom UFOs dans Google, vous devriez y accéder. Et donc je veux signaler aussi que sur le site, vous cliquez sur congrès, conférences et symposium. De toute façon, si on va sur votre site, on retrouve le calendrier des manifestations, des congrès, des conférences, etc. etc. Oui, absolument. Il est temps de dévoiler des choses qui ne sont pas abordées ailleurs, qui sont pas tous les boulons comme l'ufologie l'a toujours été en France depuis des décennies. C'est clair. Merci Marc Gray d'avoir participé à cette émission, La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. À très bientôt sur cette antenne et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous, c'était un réel plaisir et à bientôt j'espère. À bientôt. Fréquence Évasion.